Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour cette preview du 50 mm 1.8 de chez Canon, le RF que j'ai là, qu'on va déballer tout de suite. Et donc pour un peu rester dans le thème, je suis sur le 50 mm avec le Sony A7 III. Et donc, comment je comparais bien évidemment les deux, mais là vous allez voir un petit problème du 50, certainement. Voilà. Est-ce qu'on entend ce qu'il fait dans le micro de l'appareil? On va entendre un petit grignotement, je pense. Donc voilà, comme ils ont le même prix, bon celui-là est beaucoup plus vieux vu que celui-ci vient de sortir, j'ai envie de comparer les deux et de vous montrer du coup ce que donne la définition du R6. Est-ce que c'est vraiment si mauvais par rapport à un A7 III et donc par rapport à une perspective économique qui vous fera acheter des optiques qui seront en dessous de 230 €. Je crois que le Sony on peut le trouver à 200 balles. Et ben ça vous fera de quoi choisir et de quoi comparer deux optiques équivalentes sur des capteurs différents, tout en n'ayant pas trop, comment dire ça, pas un 50-1.2 du côté de Canon, mais par exemple un 50-4 du côté de chez Sony. Donc pour l'instant ce sera la preview de ce 50 mm, donc on va aller là-dedans tout de suite. Nous voici avec la boîte très petite de l'objectif. On aura bien la mention RF 50 mm 1.8 STM. L'optique qui risque d'être vraiment très petite. C'est pour ça aussi que je l'ai prise. Ici on a nos papiers. Donc là on a la garantie apparemment. Qui est marqué Warranty. Alors ça va être 50 cm. Hop. Donc on a un manuel d'instruction pour optique. Cette fois on a un plastique, ce qu'on n'aurait pas par exemple. Le 35 mm il est juste emballé vraiment de manière assez énorme, le 35 mm. Et donc là on a notre petit 50 qui est vraiment très petit. Je ne montrerai pas l'arrière parce que ça ne sert absolument à rien. Et donc là comme vous voyez on va avoir le focus et le contrôle. Donc le contrôle ça va prendre la bague et la transformer pour utiliser le paramètre, enfin un paramètre que vous avez mis sur la bague. Par exemple l'autofocus. Donc on aura un filtre de 43 mm dessus. Donc ce qui n'est pas vraiment très usuel. Et donc on va mettre ça sur le EOS R6. Donc moi comme j'ai l'habitude de le mettre en obturateur levé, je vais le fermer et donc je vais éteindre. Il faut attendre un petit peu et je vais prendre de quoi un peu souffler la bête. Là-dessus. Je prends toujours de quoi mettre une optique d'un côté. Hop, pour pouvoir la changer. Voilà. Je passe un coup quand même dedans. Et c'est ça qui va être un peu embêtant avec les optiques RF, c'est qu'il faut bien aligner les deux. Parce que la baïonnette a une des pattes qui est plus grosse que les autres. Donc là vous pouvez voir ce que ça donne. Wow, c'est super léger, super petit. Comme vous voyez, le diaphragme, il est à l'envers par rapport à d'autres optiques. Alors je sais pas si c'est une nouveauté de Canon. Du coup je trouve ça assez joli, on voit les lames, ce qu'on verrait pas sur les autres objectifs puisqu'elles seraient retournées.
Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et déjà, je vais un peu vous faire entendre ce que ça peut donner. Hop. Donc je vais remettre ça en obturateur ouvert hein, pour pas que la lumière puisse abîmer l'obturateur. Hop. Donc il y a un peu ce mouvement signature des optiques STM Canon RF, mais il est beaucoup, je trouve qu'il est un peu moins, comment dire ça, un peu moins bruyant que le 35 mm. Donc on va voir ça dehors en comparant le Sony qui est là et le RF 50 mm 1.8. Donc je vais vous le sortir déjà pour un peu vous faire bien évidemment mon avis là-dessus. Comme vous le voyez, les optiques qui ne sont pas elles ne sont jamais livrées avec le pare-soleil, donc si vous le voulez il faudra l'acheter séparément. Et donc voilà à peu près la taille qu'il aura. Vraiment une toute petite optique assez pratique et vraiment qui passe inaperçu. Je pense que ce sera une optique qui va un peu faire un débat parmi la communauté de photographes à un moment où on est habitué maintenant à avoir des optiques vraiment exceptionnelles et c'est vraiment un but lorsqu'on arrive sur une monture mirrorless, hybride, d'arriver à avoir des optiques bien meilleures que sur les réflexes parce que bien évidemment le fait d'avoir un tirage optique beaucoup plus faible permet de faire des optiques bien plus compactes, peut-être un peu plus larges mais bien plus compactes et qu'on peut beaucoup plus facilement rendre dans des sacs. Par exemple le 70-200 Canon est là pour le prouver tout en n'ayant pas de sacrifice du côté optique et voire même un peu meilleur que les générations d'avant. Après bien évidemment tout le monde n'a pas fait la même chose, il y a Nikon qui est parti sur des gros objectifs, longs objectifs surtout, vraiment très qualitatifs avec leur monture Z qui est énorme. Mais lorsqu'on va arriver avec ce 50 mm que j'ai du coup apporté ici, cette optique va beaucoup diviser parce que optiquement c'est pas la meilleure optique vraiment du monde et moi je ne m'attendais pas au final à avoir quelque chose de super. Moi je m'attendais certes à avoir quelque chose de meilleur que par exemple le Nikkor 50 mm f 1.8 que j'ai eu. Je pense qu'il est légèrement meilleur mais on n'est pas à des années-lumière. Et sur le R6 bon, il y a plein de gens qui vont dire, moi je suis pas de ce genre de gens qui vont dire comment une optique est beaucoup plus exigeante sur un 45 millions de pixels, un 61. Oui, c'est beaucoup plus facile à voir, mais je pense que, si vous êtes assez exigeant avec une optique, vous voyez directement sur un 20 millions de pixels qu'une optique ne va pas être vraiment très nette et que en fait c'est juste vous zoomez un peu plus dans les pixels lorsque vous avez une définition plus grande. Certes l'écart est moins important, mais proportionnellement c'est la même chose qu'avec un capteur qui va être beaucoup plus défini, sauf que là en fait comme on a moins de zoom dans l'image, on va moins facilement voir les problèmes. Et le problème de cette optique, comme tous les 50 mm de l'époque des réflexes, il n'y en a eu jamais un parfait. Ces optiques là sont faites pour être vraiment très très bonnes, surtout à partir de f3.2, f4. Mais f2.8 c'est déjà vraiment pas mal. Il y a beaucoup de gens qui vont s'insurger contre le fait mais c'est une optique 1.8, pourquoi ça devrait juste être bon à f4. Et la photographie a beaucoup changé aujourd'hui et je ne comprends pas cette mode de dire il nous faut une optique 1.8 qui soit vraiment géniale. Les optiques 1.2 c'est vraiment les optiques de qualité. On vous engage beaucoup aujourd'hui à choisir une optique très lumineuse en termes de qualité, alors que ce n'est absolument pas vrai. La photographie, c'est plusieurs paramètres, dont l'ouverture, elle doit être adaptée à la situation. Et moi, quand je shoot de jour, je suis souvent à f5.6 voire f8. L'avantage d'avoir un 50 mm comme ça, c'est dès qu'on se rapproche, on a quand même quelque chose qui se détache de l'arrière-plan, même à f8. Il n'y a vraiment pas trop rien. Il y a toujours cet aspect un peu détaché que j'aime bien sur ces 50 mm et qui font que j'ai acheté cette optique. Donc je vais vous parler du coup de tous les défauts qu'elle va avoir et des qualités que je lui trouve. On va commencer par les qualités. Bien évidemment, la qualité principale d'une telle optique, c'est bien évidemment qu'elle va être vraiment très très petite. Vous voyez ça sur le R6, je trouve que c'est vraiment parfait. On est pratiquement 2 fois plus petit que le 35 mm et on a juste la taille de la monture. Donc pour moi, c'est vraiment très agréable. Je ne suis pas du genre à vouloir que les gens voient ce que
m'oublie quand je fais de la photo, tout simplement, parce que j'aime bien faire de la photographie non intrusive. Donc moi j'aime bien voir les gens comment faire de la photo de rue, mais juste voir les gens vivre et être à une distance assez raisonnable pour pas qu'ils me détectent. Et donc ça c'est l'objectif parfait, à savoir que même si vous avez un boîtier de qualité, ce qui va compter pour les gens c'est l'objectif qu'il y aura devant, je l'ai déjà éprouvé. Donc pour moi c'est déjà une qualité du 50-1.8. La qualité de plus pour 229 €, c'est bien évidemment qu'il va ouvrir à 1.8. Donc comme je vous l'ai dit, 2 jours je ne fais pas ça, mais en fait moi j'ai toujours utilisé des optiques focales fixes. La raison pour moi c'est que contrairement à un zoom, on peut dire ah je vais perdre de la focale et donc je vais perdre des photos, oui, mais du coup on est beaucoup plus exigeant avec ce qu'on fait et on est beaucoup plus tenté de bouger. Moi c'est l'inverse que j'ai comme problème avec les zooms, c'est que je suis pas content de ce que je fais parce que j'ai pas assez bougé, j'ai juste pris à la distance que je voulais, j'ai zoomé et j'ai la bonne photo, alors que dès que je me mets à me déplacer dans l'environnement, eh ben, il se trouve que il y a une, comment dire ça, je me repère beaucoup mieux à l'intérieur, je comprends un peu ce qui se passe et je vais beaucoup plus travailler mes cadrages pour avoir un cheminement dans la photo et quelque chose que je trouve vraiment d'intéressant. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours utilisé des focales fixes. L'avantage du f1.8 bien évidemment c'est lorsque on va être en basse lumière, c'est quand même pratique, même si ce 50-8 a des défauts très années 2090. Je dis 90 parce que c'était les optiques qui servaient sur les premiers réflexes numériques, donc des optiques faites pour l'argentique et qui montrent beaucoup notamment de coma de lumière, ou si vous prenez par exemple une lampe, on va avoir la lumière, enfin le blanc qui va déborder et avoir un manque de contraste notamment à l'endroit où il y a la lampe, mais après ça va revenir, donc on aura tous ces problèmes, mais bien évidemment on a quand même ce qu'il faut pour pouvoir prendre des photos en basse lumière et ça reste quand même assez pratique de ce côté là. Une chose intéressante sur le 50 mm 1.8, bien qu'il soit petit et donc n'ayant que la bague de mise au point, comme sur l'objectif de kit 24-105 f4.7.1, on a la possibilité de passer en contrôle à tout moment. Et un avantage bien évidemment c'est la focale qu'il va avoir. Alors il y a beaucoup de gens qui prennent cet objectif en disant il est pas cher, il est petit. Bien évidemment c'est la caractéristique principale de cet objectif, mais moi je trouve ça dommage qu'on dise ah c'est incontournable parce qu'il est pas cher. C'est pas une optique qui convient à tout le monde, c'est pas une optique faite par exemple pour vlogger. Lorsque vous allez vous filmer, à part si vous avez un long bâton, ça va pas vraiment le faire, mais pour moi en tant que photographe, ça va être le petit endroit assez spécial où on aura à la fois du zoom et du zoom ou un cadrage large et à la fois la possibilité de détacher le sujet assez facilement de l'arrière-plan. Donc il y a vraiment ce look assez spécifique au 50 mm qui est inimitable et qu'aucun autre objectif peut faire. Je trouve que pour ça le 35 mm est un peu trop large. Un des avantages que beaucoup de gens disent, alors ils se trompent souvent là-dessus, c'est que le 50 mm il va avoir normalement le grossissement de votre vision d'être humain. Donc c'est un peu dur à voir dans un R6, mais par exemple si vous preniez ça, après c'est encore autre chose. Si vous preniez un viseur d'APS-C et que vous regardez dedans, en fait vous auriez exactement le même grossissement, enfin pratiquement puisque c'est 45 mm que ce que vous voyez. Donc ça vous donne un avantage de, même si c'est sur un APS-C 81 mm, d'avoir vraiment ce que vous voyez. Pas le cadrage, mais le grossissement que vous voyez. Des fois, ça peut aider dans certaines photos, notamment lorsque vous faites des sujets précis, des objets ou quoi que ce soit. Vous avez exactement la bonne distance, notamment en APS-C pour le faire. Je dis que c'est pas le cas là-dessus parce que comme le viseur n'est pas, a un grossissement de 1, en fait, on se retrouve avec une image un peu plus petite lorsqu'on va la regarder que ce que ça serait en réalité. Je dis bien grossissement parce que au final, lorsqu'on étudie bien le champ de vision humain, on a le grossissement à peu près d'un 45 mm si on avait notre viseur à 100%, mais on a à peu près le champ de vision d'un 35 mm sur notre zone nette de champ de vision, et après c'est beaucoup plus large en fait sur toute la partie où on va voir flou. Moi par exemple là quand je tends mes bras, je vois encore mes mains sur le côté. Après tout le monde n'a pas un champ de vision aussi large, mais je les vois pas net. Donc c'est souvent ça où on réfère 35 et 50, c'est que l'un c'est le grossissement et l'autre ça va être un peu votre champ de vision global. Donc voilà.
Après, du coup, je l'ai comparé pour me faire une idée, pour voir si vous devez l'acheter, les comparaisons que vous pourriez avoir. Ce que je sais, c'est qu'il ne va pas être aussi bon que le 50 mm Nikon, c'est pas possible parce que c'est une des optiques les plus nettes. Pour ce prix-là, il est plus net, je pense, que même le 35 mm 1.8 que j'avais eu, que j'avais pas trouvé génial sur la monture Z. Mais il se compare très bien par rapport au Sony, à savoir que tous ceux qui se disent oui, 20 millions de pixels par rapport à 24, si vous avez la même focale, à peu près la même optique, vous ne verrez pas la différence. Moi j'ai testé avec le A7 III, je ne vais pas vous montrer des photos là, peut-être si vous... allez, je vais mettre deux photos au même grossissement. Il se peut que le focus soit légèrement différent, mais vous n'allez pas vraiment voir la différence. Je mettrai dans la description quel appareil est lequel, mais je ne le mettrai pas sur la photo et vous verrez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Après, on est sur YouTube, il y a de la compression, je suis d'accord. Mais voilà. Donc, lorsque j'ai comparé les deux, j'ai pu comparer tous leurs défauts ensemble. Et moi, comme je prends jamais à 1.8, je me suis jamais aperçu de tous les défauts que pouvait avoir un 50 mm, un 8 ou un 4. Et c'est vraiment des fois un peu compliqué. Un 8, c'est pas utilisable pour moi quand vous avez des zones avec des arrière-plans très lumineux parce que vous allez avoir de l'aberration chromatique dans tous vos arbres. Suivant la distance que vous avez, ce sera soit vert, soit violet. Souvent c'est violet lorsque vous avez beaucoup de lumière en arrière-plan. Après, vous aurez beaucoup de, comment dire, en 1.8, vous aurez des aberrations chromatiques de bokeh. Donc devant, vous aurez du violet et derrière, c'est du vert. Ou inversement, je vous montrerai deux photos et donc si je me suis trompé, vous verrez ce que ça fait dessus. Donc c'est pas vraiment la meilleure optique, c'est pour ça que je dis que ça ne s'utilise pas la plupart du temps 1.8. La netteté, alors ce qui est assez étrange, c'est que dans le viseur vous aurez l'impression que c'est pas net, mais lorsqu'on le compare à un A7 III, le viseur paraît beaucoup plus net, parce qu'au final il y a une espèce de rapport assez étrange entre la définition du capteur et le viseur, à savoir que si vous avez une grosse définition avec un petit viseur, eh ben, vous allez avoir l'impression que c'est beaucoup plus net. Il y a aussi le traitement des lentilles, bien évidemment, qui sur le R6 et aussi le Nikon Z6 sont faits pour plus privilégier l'expérience, avoir quelque chose de vraiment cohérent avec ce que vous allez avoir à la fin, pas un peu en netteté, parce que c'est beaucoup plus net lorsque vous le regardez sur un ordi, alors que le A7 III, comme il a un très petit viseur, en définition, et vous voyez beaucoup plus la netteté parce que il y a beaucoup de définition sur une dalle très peu définie, alors que le R6, il y a beaucoup moins de différence entre les deux. Je pense que le A7S III, du coup, vous allez avoir une meilleure expérience que sur un A7 III, sauf que le viseur ne se montrera pas aussi net que vous pouvez le croire. C'est ce que je pense, mais on n'est pas obligé de voir ça. Donc lorsque vous voyez vos photos de R6, si vous avez par exemple un A7 III à côté, allez les regarder sur ordi avant de vous dire que c'est pas net. Et donc comment il se compare par rapport à celui sur l'A7 III? Il est quand même meilleur, il est plus récent, il fait moins de bruit. Ce qui va être intéressant sur le R6, bien évidemment, c'est comme lorsqu'on est en AFC ou lorsqu'on le programme en one shot, on peut, lorsque il ne fait pas la mise au point où on veut, par exemple sur des petites branches sombres, il va avoir des hésitations où il va aller à un endroit, il n'a pas beaucoup d'hésitation le R6, c'est juste qu'il va souvent pas aller où vous voulez. Vous pouvez revenir avec la mise au point là où vous voulez, et s'il comprend, il va réussir à faire la mise au point dessus. Ce qui est assez marrant lorsque j'ai testé les deux, et où je trouve que du coup l'A7 III est moins bon parce que vous ne pouvez pas directement tourner la bague de mise au point pour revenir où vous voulez, il faut se mettre en mode manuel, ce qui n'est pas pratique. Et c'est que les deux, dans leur mode non intelligent, fonctionnent pratiquement pareil. Il y a des situations où le A7 III est un peu moins bon, notamment parce qu'il a un peu moins de V en basse lumière. Les OE du R6, pour rappel, c'est avec une optique 1.2, donc il faut enlever un stop 1 tiers pour vraiment avoir la luminosité que le V réel du 50-1.8. Et donc voilà, ce 50 là par rapport à ce que je pouvais faire avec le 51.8 de l'A7 III qui a le même prix à peu près, il est un peu meilleur, mais c'est pas fou. L'intérêt c'est qu'il va être un petit peu plus petit et plus moderne, donc il va pas avoir ce moteur un peu poussif et il sera beaucoup plus utilisable en vidéo, à savoir que comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, en fait tout était filmé à l'A7 III. Et lorsque j'ai fait mes gros plans sur l'unboxing, il n'a pas suivi
assez vite, donc c'est peut-être moi qui suis allé un peu trop vite, mais j'avais pas l'habitude avec mon 20 mm 1.8, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc du coup cette optique va beaucoup diviser, hein. J'ai parlé à peu près de tout ce que je trouve intéressant. Le bokeh il n'est pas très beau là-dessus, hein. Faut bien se le dire, et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. L'autofocus fera à peu près le même bruit que le 35 mm. En vidéo il peut s'entendre, mais lorsque vous faites de la vidéo standard, je trouve que au final c'est pas le cas. Donc là c'est juste pour vous montrer un peu comment l'autofocus du 50 mm 1.8 STM marche sur le EOS R6. Donc je suis dans le mode le plus lent. Donc si je fais ça, il va mettre un temps infini à revenir dessus, mais éventuellement il va venir. Donc vous pouvez voir le bruit que fait l'appareil photo. Donc là il va peut-être revenir un peu plus rapidement. Non, il va revenir tout aussi lentement sur mon visage. Voilà, il a reconnu mon visage. Hop. Et vous voyez que ça un peu empêche un peu le problème que pourrait avoir le R6 des fois quand il est en autofocus trop rapide à vouloir aller un peu n'importe où. Donc voilà un peu ce que ça donne en vidéo à 1.8. Donc vous pourrez apprécier toute la saleté de mon visage. Donc vous pourrez voir si en vidéo ça vous convient en termes de piqué. C'est vraiment lorsqu'il ne va pas trouver la mise au point qu'il va vraiment faire du bruit, donc ça peut être dérangeant dans certains cas, mais si vous vloguez, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, c'était ma preview de cette optique. Je ne sais pas si je ferai vraiment un test, hein, parce que ça demande de faire des mesures assez particulières. Je vous dis ce que je ressens sur cet objectif, c'est quand même une optique très intéressante pour ce prix-là, mais il faut vraiment voir ça comme une optique pour avoir les 50 mm et vraiment avoir la luminosité comme dépannage. Je dois intervenir là parce que j'ai fait des photos en même temps que j'ai tourné cette vidéo sur la Pocket 2 et je me suis aperçu que déjà vers 3.5, puisque je parle de F4, F8 à un moment, donc vers la fin, donc vous verrez ça avant, donc c'est pas grave. Et bien le 50 mm 1.8 à 3.5 est vraiment super net, donc vous le direz, c'est pas à 1.8 que vous aurez toute la qualité, mais vraiment tous les problèmes que peut avoir l'optique vont être réglés à 3.5. Je n'ai vu aucune aberration chromatique. Et donc c'est vraiment très bien quand même d'avoir une optique qui dès 3.5 arrive pour ce prix là à être vraiment très correcte et vraiment super nette. Donc voilà, je vais continuer dans la vidéo, donc hop, on y repart. Ça reste quand même une très bonne optique, et il y a même dans le line-up Canon rien qui se compare à ça. Il y a des gens qui le comparent au 24-70 de 8, mais vu le prix qu'il a, moi je pars directement sur ça. C'est beaucoup plus discret, et aussi un avantage, c'est si vous avez des problèmes avec ça, et ben ça se passera très bien. Il est allé un peu sous la pluie et il marche toujours, donc le R6 aussi a une très bonne tropicalisation au final, si vous en doutiez. Donc moi je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, dites pourquoi. Si vous avez des questions sur des choses dont j'ai pas parlé sur le 50 mm 1.8, bien évidemment il y a les fonctionnalités dessus, mais j'en ai un petit, je mettrai des inserts là-dessus où j'en parle dans une autre partie de vidéo quand je l'ai pris la première fois, que vous aurez vu dans l'intro. Et donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.